transition énergétique et écologique en santé répartis au sein des GHT ou de structures associatives comme les Jeunes Aideurs ou la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, et de conseillers en transition énergétique pour le GCS Achat Santé Bretagne qui peuvent intervenir un petit peu partout en Bretagne et pour tous les établissements sur ce sujet de la transition énergétique. Et à venir, 6 autres postes qui seront répartis au sein de divers groupements GCSMS, réseau, etc. Donc, nous allons porter ce réseau à une vingtaine de conseillers, dont beaucoup pourront intervenir au sein de vos structures et à minima sur l'énergie via les conseillers et conseillères du GCS Achat Santé Bretagne. Je ne développe pas plus ce sujet. Vous avez mes coordonnées. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'inviter et je pourrai vous présenter ce réseau plus en détail. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet de la canicule et j'ai détaillé ce temps en trois chapitres. Comprendre, ça va être extrêmement rapide parce que si vous êtes là, c'est que vous avez à peu près compris les enjeux. Les solutions d'urgence, en gros, quelles sont les astuces que je peux vous proposer et je vous proposerai également peut-être d'en ajouter si vous en avez d'autres. Comment est-ce qu'on peut travailler à plus long terme, puisque on pense que ces canicules vont revenir très très régulièrement. Donc, comment est-ce qu'en 2027, on peut peut-être avoir des solutions plus robustes pour améliorer les choses et des échanges, même si je vous invite à prendre la parole au fur et à mesure de ma présentation. Le webinaire a été construit à partir de sources d'informations qui viennent de la MAPES et notamment du dispositif ET, qui est en gros les homologues de notre réseau TES en Pays de la Loire, et de mon collègue Fabien Rouault de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu qui m'a envoyé quelques éléments également. Comprendre canicule, climat et bâtiments de santé. Donc déjà, je pense que vous en êtes rendu compte. Le réchauffement climatique et le changement climatique génèrent des épisodes de vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus fréquentes et qui sont de plus en plus intenses, et avec donc des conséquences de ces vagues de chaleur qui sont quand même relativement importantes et avec des nombres de jours consécutifs de vagues de chaleur qui sont de plus en plus longs. En Bretagne, on a des records de chaleur qui arrivent finalement beaucoup plus vite que ce que les modèles ne le laissaient présager. Et l'Observatoire de l'environnement en Bretagne a montré qu'on pouvait s'attendre à des valeurs projetées de 51 degrés en fin de siècle. Et finalement, je pense qu'on n'en est pas vraiment surpris quand on a vu ce qu'on a vu la semaine dernière. Le nombre de jours consécutifs de vagues de chaleur, il est beaucoup plus fort que ce que les modèles avaient également envisagé. Et donc, par exemple, quand on voit ici qu'il y avait 54 jours de vagues de chaleur attendues à 2100, à Rennes, on était à 78 jours en 2022 et on est en 2026 à un nombre de jours de vagues de chaleur relativement important aussi. Je ne détaille pas, je pense que ce n'est pas forcément l'enjeu de montrer et de vous convaincre de ce sujet aujourd'hui. Ce qui est important aussi, c'est de bien voir les différences entre la campagne et le milieu urbain. Le milieu urbain a une tendance à stocker la chaleur au sein des pierres et de tout ce qui est minéral, et forcément renforcer les parcs et jardins dans les espaces urbains ne pourrait que apporter du bénéfice pour pouvoir avoir un espace qui serait plus vivable. Donc, forcément, il y a des sujets qui ont été déjà évoqués dans certaines publications, notamment Bâtiments publics, prévenir les coups de chaleur, une publication qui a été développée par le CEREMA et dont je mettrai le lien dans le webinaire à la fin. Donc, 28 degrés, c'est le seuil de tolérance au-delà duquel l'inconfort est reconnu. Donc,
c'est un moment que vous avez probablement vécu la semaine dernière au sein de vos patients ou résidents et avec toutes les difficultés que cela peut engendrer. Alors, bien évidemment, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue social, mais également d'un point de vue économique. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont connectées à ce webinaire aujourd'hui, c'est que l'enjeu, il est vraiment extrêmement large et avec une mortalité qui est beaucoup plus forte qu'en temps normal. Voilà, j'ai voulu aller très vite sur le constat et sur le comprendre parce que c'était pas forcément l'enjeu. Là, je vais vous parler dans un premier temps de solutions d'urgence qui peuvent être mises en place très très rapidement. Et vous n'hésitez pas à compléter si vous avez pu avoir des choses différentes et supplémentaires. Donc déjà, ce qu'il faut faire quand on a une situation comme on a vécu la semaine dernière, c'est pouvoir travailler sur 6 leviers sans vraiment qu'il y ait d'investissement relativement important. Tout d'abord, c'est des solutions de bon sens. Donc, faire en sorte que le soleil ne rentre pas à l'intérieur de la maison. C'est maîtriser l'air, stocker la fraîcheur, réduire les apports, brasser l'air et mouiller la peau. Donc, d'un point de vue plus précis, bloquer le soleil, c'est de faire en sorte que déjà le soleil ne frappe jamais à l'intérieur d'un bâtiment. Et la seule protection qui est vraiment efficace à 100%, c'est vraiment une protection extérieure. Les stores à l'intérieur vont effectivement limiter l'apport de soleil au sein de la pièce, mais la chaleur sera déjà rentrée, donc la protection intérieure sera beaucoup moins efficace que la protection extérieure. Ben, on parle de l'ordre de 2 fois moins efficace. On est dans le cadre d'une fenêtre qui est touchée par le soleil sur un vrai radiateur, donc forcément, ce levier numéro 1, il est vraiment le plus efficace et le plus important. Donc, concrètement, on peut avoir 2 côtés, le côté employeur et le côté travailleur. Du côté employeur, ce qui est important, c'est de bien montrer aux salariés qu'il a la possibilité de prendre toutes les initiatives qu'il peut pour pouvoir empêcher le soleil de rentrer à l'intérieur. Donc, cette idée d'autoriser et d'organiser la pose de protection solaire extérieure, même si ce n'est pas beau, eh bien, quelque part, on s'en moque parce que l'enjeu, il est dans un premier temps sanitaire pour les personnes qui sont à l'intérieur. Donc, ne pas hésiter, quand on est employeur, à montrer que les salariés et les travailleurs peuvent faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir gérer cette difficulté qui arrive. Donc, côté travailleur, c'est de faire en sorte de bien boucher les arrivées de soleil plutôt côté extérieur et de proposer, si nécessaire, des solutions à sa hiérarchie pour des mesures de prévention et de faire en sorte de tester ce qui est le plus efficace. Effectivement, quand le mandat vis-à-vis des travailleurs et des salariés n'est pas clair, eh bien, ils ne se sentent pas peut-être légitimes ou dans leur tâche de réaliser des choses. Donc, bien parler de cela à ces agents. Le levier numéro 2, c'est maîtriser l'air. Donc, l'air extérieur est beaucoup plus chaud que l'air intérieur. Je regarde, je suis désolé, je suis un peu seul, donc je vais essayer de regarder. Bonjour, je pense que nous aurons accès au diaporama. Exactement, Christophe. Je communiquerai le diaporama de la même manière que j'ai envoyé, donc c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont pu recevoir l'invitation, et il sera en accès aussi sur notre site internet, de même que le webinaire l'enregistrement. Donc, deuxième levier, l'air extérieur. L'air extérieur est souvent plus chaud en journée que l'air intérieur. Donc, il ne faut absolument pas ouvrir les fenêtres en journée, mais par contre, il faut le faire la nuit ou quand il fait plus frais au dehors que dedans. Faire entrer l'air chaud en journée, ça ne peut pas être très viable très longtemps, même si on sent qu'il y a des petits courants d'air. Il faut vraiment maîtriser cette entrée d'air quand il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Donc, par contre, créer du mouvement, on en reparlera à l'intérieur, est relativement important. Donc, pour pouvoir faire entrer de l'air comme ça, il y a deux choses, soit l'ouverture des fenêtres la nuit quand il fait plus frais, ou également peut-être gérer avec des systèmes de centrales de traitement d'air. Par contre, les centrales de traitement d'air peuvent potentiellement ne pas être bien régulées, programmées quand il y a ce genre de canicule à l'extérieur. Donc, parfois, il faut être vigilant sur le fonctionnement des centrales de traitement d'air pour éviter d'insuffler de l'air chaud à l'intérieur. Donc, concrètement, entre l'employeur et le travailleur, donc là, c'est peut-être voir à fournir des thermomètres intérieurs et extérieurs pour voir si vraiment il fait plus chaud à l'extérieur ou à l'intérieur. D'avoir une consigne claire et collective sur l'ouverture des fenêtres. J'ai sondé un petit peu quelques personnes par téléphone avant de faire ce webinaire et effectivement, tout le monde n'a pas la même vision des choses sur l'ouverture des fenêtres et il faut absolument que les consignes qui sont diffusées par l'employeur soient très claires sur le fait que les fenêtres ne doivent pas être ouvertes en pleine journée. Et potentiellement, on peut tenter également d'ouvrir, d'avoir de quoi faire de la vitesse et du mouvement d'air à l'intérieur, donc au travers de ventilateurs, de brasseurs d'air, voire même d'éventails. Une petite remarque de Monsieur Guevel, possibilité d'utiliser le système de désenfumage naturel comme ventilation. Oui, potentiellement, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes. Attention de bien gérer aussi derrière les entrées d'air encore, parce que je pense que le désenfumage peut peut-être créer des entrées d'air. Donc, sur la maîtrise de l'air, côté travailleur, donc c'est sécuriser les fenêtres régulièrement ouvertes, les fenêtres qui doivent rester fermées, sauf exception, bien sûr. Avoir la consigne qui est affichée et qui est rappelée assez régulièrement, ce pourquoi aussi on effectue cette consigne. Mesurer la température plutôt que de la subir, plutôt que de subir la guerre des fenêtres, effectivement. Quand tout le monde n'est pas d'accord, eh bien, c'est bien de se rappeler à la consigne qui a été diffusée par la hiérarchie. Donc, effectivement, le frein, c'est potentiellement le conflit entre les personnes qui ne sont pas d'accord sur la manière de gérer ces fenêtres. Stocker la fraîcheur. C'est relativement important de pouvoir rafraîchir le bâtiment quand on en a la possibilité et donc de charger la fraîcheur quand les nuits le sont encore. On a eu quelques nuits qui pouvaient être encore fraîches, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas moins chaudes que la journée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut tenter de décharger la chaleur qui s'est chargée au sein des murs et des dalles, donc grâce à l'ouverture des fenêtres. Donc ça suppose aussi de pouvoir le faire si les bâtiments sont occupés la nuit par des personnes qui sont chargées de surveiller les bâtiments. Dans les écoles, ça a été beaucoup plus compliqué parce que les écoles sont forcément fermées. J'ai entendu des parents bénévoles qui se relayaient pour venir à 5-6 heures le matin ouvrir l'école. Donc, on peut aussi regarder un petit peu la météo à venir. Donc, je vous l'ai dit un petit peu au début, il semblerait que la semaine prochaine, il y ait potentiellement retour de très grosse chaleur. Et donc, il faut profiter de cette période de cette semaine pour essayer de décharger au maximum les dalles et les murs qui ont accumulé de la chaleur par une ouverture des fenêtres quand il fait très frais, c'est-à-dire la nuit. Donc, tout ce que l'on peut gagner sur ces quelques degrés est relativement important, avec avant tout recours à la climatisation qui peut être aussi une solution de recours active. Donc, pour bien décharger, il faut faire circuler un courant d'air dans le bâtiment. Donc, bien regarder la météo à 10 jours pour savoir s'il y a une nécessité de pouvoir travailler à l'ouverture des fenêtres et bien sûr éviter le risque d'intrusion donc qui est potentiel dans certains des bâtiments que vous gérez. Hop. Dans la conversation, attention effectivement à ce que vos CTA soient bien régulés pour éviter de chauffer l'air en journée parce qu'elles peuvent
potentiellement être mal réglées et réchauffer le bâtiment si elles ne sont pas bypassées, comme le souligne Loïc dans la conversation. Quatrième levier, c'est réduire les apports internes. Donc, en période de canicule, effectivement, chaque watt supplémentaire aggrave la situation. Quand on dit réduire les apports internes, c'est les apports qui sont apportés par des appareils électriques potentiels, donc les éclairages, l'informatique, tout appareil que vous pouvez avoir et qui n'est pas utilisé, c'est le bon moment pour l'éteindre complètement et même éteindre les veilles. Donc, et potentiellement et réduire au maximum l'éclairage, même LED, s'il est moins puissant, il génère forcément aussi de la température. Une solution aussi qui peut apporter beaucoup de chaleur dans un bâtiment, c'est le réseau d'eau chaude sanitaire, donc qui est toujours en chauffe au travers de son bouclage. Et donc, ça peut être important de pouvoir réduire ces apports de chauffage en calorifugeant ces tuyaux d'eau chaude sanitaire qui sont dans le volume intérieur. On peut tenter de décaler les tâches qui génèrent beaucoup d'énergie et qui peuvent l'être vers les heures les plus fraîches aussi. Donc, c'est des solutions qui peuvent être aussi apportées. Et l'idée de rester calme, de boire régulièrement, manger frais, bon, je pense que ça, c'est des consignes que vous maîtrisez, j'imagine, au sein de vos établissements. Sur le levier numéro 5, qui est brasser l'air. Donc, on peut avoir des situations de confort, même à 30 degrés, à partir du moment où il y a du mouvement d'air. Donc, si on est dans un air sec et avec un air immobile, là, c'est là où on a potentiellement de l'inconfort. Donc, au travers d'un brassage d'air, on peut avoir une température ressentie de -3, -4 degrés par rapport à la température réelle. Et ce système de brassage d'air, il est quand même sur des coûts d'installation et d'exploitation qui sont bien moins élevés qu'une climatisation classique. Et par ailleurs, on n'a pas, ou en tout cas peu d'intervention sur la structure et très peu de maintenance sur ce genre de système. Donc, brasser et aérer, c'est pas la même chose. Brasser l'air, c'est vraiment faire bouger l'air intérieur sans ouvrir et sans apport d'air extérieur. Donc, comme on l'a dit, faire entrer de l'air extérieur quand il est à 35-40 degrés, c'est vraiment pas une bonne solution. Et le levier numéro 6, c'est l'évaporation, donc un levier qui est quand même relativement important. Il peut être utilisé dans n'importe quel établissement avec un linge mouillé posé sur un corps. Donc, l'évaporation de l'eau sur la peau est un mécanisme de refroidissement qui est relativement efficace. La transpiration, c'est la version naturelle. Et si on ajoute une brumisation ou un linge mouillé, eh bien, cette baisse de la sensation de température est quand même relativement importante. On parle de 10 degrés de température ressentie, voire même plus si on le couple à un brassage d'air. Donc, côté employeur, on peut aussi créer les conditions sur l'accès à l'eau déjà. Pourquoi pas avoir un code vestimentaire qui est allégé et adapté à ces températures très très fortes et des espaces dédiés. Donc, s'humidifier au travail, c'est vraiment une mesure de prévention et c'est pas vraiment un manque de professionnalisme dans ce cas-là. J'imagine aussi que vous avez pu travailler sur l'organisation des soins et du travail. Donc, j'ai parlé de boire régulièrement, favoriser tout ce qui était fruits frais, légumes, parfois de réorganiser certaines activités en fonction des horaires, peut-être favoriser le télétravail si c'est une solution qui est possible pour certains métiers, la tenue de travail, la vigilance vis-à-vis de symptômes de malaise de patients ou de professionnels, même l'utilisation de brumisateurs, linge humide pour rafraîchir. L'ANAP a produit une fiche réflexe canicule qui sera également proposée dans le document que je vous partagerai à l'issue de ce webinaire.
Bien évidemment, les premières personnes sur lesquelles il faut être très attentif, c'est les personnes les plus sensibles. Peut-être la possibilité de relocaliser les patients et résidents dans des pièces les plus fraîches. On sait qu'à l'issue de la canicule de 2003, les EHPAD ont été fortement invités, voire obligés, d'avoir la possibilité de climatiser une pièce. Donc, on peut penser que les leçons ont été tirées en partie de cette canicule 2003, mais il reste probablement d'autres leçons à tirer de cette canicule qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, les pièces refuges, les pièces les moins chaudes de vos établissements, vous les connaissez. Donc, c'est important de pouvoir partager vos connaissances avec l'ensemble du personnel de vos établissements. Donc, renforcer la surveillance de l'hydratation, les signes d'alerte que vous connaissez également. Il manque une lettre d'ailleurs. Informer les familles et les aidants des gestes à adopter et également du soutien qu'ils peuvent apporter dans ces périodes-là. Et la climatisation, eh bien, la climatisation, c'est bien un recours, mais il doit être arrivé en dernier une fois que le dont je vous ai parlé ont été activés. La climatisation ne doit pas être réglée à 20 degrés, bien évidemment. Et c'est à utiliser comme un extincteur face à un incendie après avoir activé toutes les autres mesures auparavant. Donc, la température d'un climatiseur ne doit pas être réglée en dessous de 26 degrés, pardon, et avec un écart température extérieure consigne de 6 degrés. Bien évidemment, si on met une climatisation, c'est bien de pouvoir réduire l'espace à climatiser en fermant les portes et bien évidemment de ne pas ouvrir les fenêtres ou les portes extérieures. Donc, en synthèse, 3 gestes à retenir: bloquer le soleil, ouvrir au bon moment, brasser et mouiller. Voilà les choses les plus importantes sur les solutions d'urgence. Voilà, avant de peut-être passer la suite, eh bien voilà, j'ai peut-être une réaction de Christophe de l'ARS. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on Frédéric, tu t'entend, m'entends bien? Christophe. Ouais, j'avais une question par rapport à Oui, ce que tu viens de dire sur la clim. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit, une petite opposition entre l'histoire de régler à 26 degrés et maximum de 6 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, puisqu'on voit qu'on peut avoir des températures qui peuvent monter à plus de 40 à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que si on fait moins 6 degrés, on peut on reste arriver. à 34. Ouais, c'est ça. Oui, Donc voilà, est-ce que je sais pas si tu pourras me répondre, mais entre ces deux phrases-là, il peut y avoir une opposition parce qu'on voit que les températures extérieures peuvent monter énormément. oui, oui, oui. Alors, effectivement, quand on arrive à des températures extrêmes, comme on est à 40 degrés, le 6 degrés est peut-être un petit peu sous-estimé et il y a peut-être une nécessité de descendre un peu en dessous de ces 6 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur parce qu'on sait qu'à 34 degrés, il fait toujours très, très chaud. Donc, là, il s'agit d'être assez pragmatique dans le réglage de la climatisation, mais sans jamais descendre en dessous de 26 degrés. Et je me permets de compléter, effectivement, comme tu disais, que ça vient en complément d'actions qui sont déjà menées. Effectivement, les actions menées peuvent permettre on imagine bien que dans la pièce, il ne va pas faire plus de 40 grâce aux actions qui ont été menées avant. Donc, peut-être que dans la pièce, s'il fait plus de 30, la clim va permettre, dans certains points, de descendre à 26, effectivement. Oui, oui. Merci, Si en Frédéric. plus on a un couplage climatisation, brassage d'air, ça peut permettre de mieux supporter le 30, 32 degrés à l'intérieur. Vous avez des partages de petites astuces qui n'ont pas fait l'objet de présentation là. N'hésitez pas à le faire maintenant. Monsieur Guével. Oui, l'établissement s'est équipé récemment
en serviette rafraîchissante. C'est un dispositif qu'on ne connaissait pas dans le médico-social. On s'est inspiré en fait de ce qui est proposé aux artisans couvreurs ou aux personnes qui travaillent sur les routes. Donc, c'est des serviettes en microfibre avec des petites billes réfrigérées, enfin froides. Et on l'a testé autant pour les résidents que pour le personnel et on a des retours extrêmement positifs où on a un ressenti de température qui est entre 14 et 16 degrés. Voilà. D'accord. Et que vous mettez au frigo auparavant? Non, pas du tout. Elles sont simplement mouillées, agitées, et en fait, elles. En fait, au départ, c'était ce qui était utilisé par comment dire, les gens qui faisaient des trails dans des conditions assez fortes, assez chaudes, et donc du coup, voilà, c'est simplement, on les trempe un petit peu, on les égoutte, on les met soit autour de la nuque, autour du front, et c'est très très efficace. Ok. Si vous avez un c'est lien, réutilisable. n'hésitez pas à le mettre dans la Oui, bien sûr, conversation. oui, c'est de la microfibre. En gros, ça dure à peu près une centaine de lavages. Euh, et on a deux façons d'utiliser ça. C'est que nous, on l'a mis comme, on va dire, comme équipement, à savoir qu'il y a une dotation destinée aux résidents qui sont alités et pour lesquels il y a une surveillance accrue. Et dans ce cas-là, c'est comment dire mis durant la journée, tous les deux ou 3 heures, en fait, on renouvelle, etc. Et ensuite, il y a un autre usage qui est un emploi plus individualisé, personnel pour les employés. Et donc, en fait, on offre ça aux salariés. On est sur un coût unitaire de mémoire de 8 euros hors taxe. D'accord. Ah ouais, je vois qu'il y a des références techniques qui arrivent. Merci. Oui, Gaëlla, qui travaille au Jeunet d'Or, exprime le fait que des collègues ont utilisé ça en ESAT et avec des très bons retours également. Et elle a également mis le lien dans la conversation, également autre lien de quelqu'un de l'EHPAD de Questembert. Merci donc, en fait, de ce retour. À développer, c'est intéressant. c'est une optimisation de la solution serviette mouillée dont tu nous parlais juste avant, Frédéric, en fait. C'est Oui, cette c'est quelque option-là, chose mais optimisée, enfin améliorée, quoi. Ouais, sans doute avec un maintien de la fraîcheur grâce aux billes qui est beaucoup plus long. Complètement. Témoignage. Oui, monsieur ou madame Le Breton. Alors, c'est pas un retour d'expérience, c'est du projet, j'espère qu'on va y arriver. Vous faisiez référence au conflit entre utilisateurs d'un bâtiment, entre ceux qui pensent comme ça et ceux qui pensent comme ça, sur les établissements du CHSBPT. On a un nombre de bâtiments de résidence considérable et en fait, l'ambition maintenant serait d'avoir une sorte de fiche synoptique du bon usage ou du bon emploi de chacun des bâtiments parce que je me rends compte que les consignes génériques, finalement, peuvent être contre-performantes d'un bâtiment à l'autre, suivant là où sont les ouvrants de toit, de façade, la manière de créer du courant d'air ou pas de créer du courant d'air, le fameux désenfumage, est-ce que oui ou non ça a un intérêt ou ça n'a pas un intérêt, selon qu'on est en désenfumage naturel ou pas. Enfin bref, on a effectivement des installations techniques et des caractéristiques bâtimentaires, les expositions, les ombrages, enfin bref, qui sont très différentes, qui font que les consignes génériques, quelquefois, elles peuvent tomber à plat, voire être contre-performante, encore une fois. Donc, en fait, l'idée maintenant, puisque ça va prendre un petit peu de temps, qui règle les clims, par exemple? Est-ce que c'est à la main des soignants? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les services techniques, etc., etc. Enfin, mon ambition serait d'avoir pour chaque bâtiment l'équivalent d'une feuille, mais pas beaucoup plus, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un sujet trop compliqué en termes d'appréhension par le collectif, pour éviter en fait les gaffes, les mésusages, et puis pour bien distribuer les rôles entre direction, soignants, les trucs et astuces. C'est vrai que ça s'est démultiplié cette semaine, beaucoup à l'initiative des soignants, mais à un moment donné, forcément, on va avoir des sujets du genre, oui, mais l'insécurité pour les soignants qui montent sur un escabeau pour coller sur
sur la façade extérieure de la vitre, telle ou telle couverture survit. Donc voilà, des choses à dire ou à écrire pour que les consignes soient quand même un peu explicites. Et je vous remercie, parce que c'est vrai que votre diaporama, il insiste un peu là-dessus. Là, on était en phase de beaucoup d'innovation, mais on va être bien obligé de le réguler un peu sans en faire quelque chose de trop complexe malgré tout d'un point de vue procédural. C'est vrai qu'on ne peut pas vous sortir un logigramme. Et effectivement, vous avez raison, d'un bâtiment à l'autre, il y a peut-être une manière de gérer qui est un peu différente. C'est bien d'avoir un ou deux référents par bâtiment, comme vous le dites, mais effectivement, vous avez raison aussi, il faut être précautionneux sur qui installe au troisième étage les protections solaires extérieures sur la fenêtre. C'est des choses sur lesquelles il faut faire relativement attention. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à peut-être un protocole à appliquer qui est peut-être lié au bâtiment pour savoir comment est-ce qu'on gère. La semaine prochaine, on va se souvenir comment gérer, mais peut-être que la prochaine canicule sera dans un mois et demi, 2 mois, et puis il faudra aussi penser à 2027. Donc, avoir un protocole décrit, je pense que ça peut être une solution relativement intéressante également. Avancer sur des solutions. Ah, non, on avait peut-être un technicien ou technicienne à l'EHPAD de Questembert. Oui, bonjour. Je me permets de rebondir sur des petites anecdotes, comme on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, le blanc de Meudon. Donc, moi, ça fait des années que je connais le procédé, mais que je n'avais jamais appliqué. Cependant, le lundi, juste au moment de cette canicule, on avait 4 récipients de blanc de Meudon. Donc, on l'a badigeonné vraiment sur les parties vitrées. Et on a eu vraiment un gain de facile 5 à 6 degrés. Donc ça marche. C'est vraiment, on va dire, une solution temporaire, une solution d'urgence. Maintenant, après, dès qu'on a une vague de pluie, bon, bah, ça va effacer ce blanc de Meudon. Il faut en être conscient. Voilà. Effectivement, on est vraiment dans l'idée de bloquer l'arrivée du soleil à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est quand même relativement efficace, effectivement. Oui, ça fonctionne, oui. Et pas coûteux. C'est ça. OK. Alors, on va parler des solutions. Il y a peut-être... Non, Christophe, tu as oublié de baisser la main, je pense. Non, j'avais autre chose à dire. J'avais autre chose à dire. Ah, Non, pardon. par rapport à ce que tu disais des guides de bonne pratique ou des procédures, etc. Enfin, comme tout bon rétexte, c'est des choses à rédiger maintenant. Enfin, faudra pas se dire je ferai ça en octobre ou en novembre, parce qu'effectivement, on oublie les choses, on n'est plus dans l'actualité. Et donc là, quand on peut, quand c'est possible, c'est d'écrire ces bonnes pratiques juste après la crise pour en profiter les fois d'après et bien se rappeler ce qui s'est passé. C'est pas toujours Oui, facile. je croyais que mais tu voulais dire juste après le webinaire. Mais... Non, peut-être pas. Mais en tout cas, parce que là, après une crise, on a envie de retourner dans le quotidien et repartir. Mais il y a une petite phase de rétex qui est importante, effectivement. Oui, oui. Donc, j'enverrai certains éléments, dont le diaporama et les liens vers les documents, et ça vous permettra peut-être d'avoir aussi des choses sous la main pour la prochaine fois. Solution de long terme. Oui, il y avait une autre réflexion. On ne vous entend pas le micro? Oui, excusez-moi, j'avais levé la main, mais je ne sais pas si vous aviez vu. Non, je n'avais pas vu, désolé. J'avais une contribution et une question. La contribution, mais je pense que c'est assez connu, mais bon, on ne sait jamais, le fait d'avoir utilisé des couvertures de survie sur nos vitres, on l'a fait dans quasiment tous nos établissements et ça nous a été bien utile quand même pour bloquer l'arrivée du soleil dans les intérieurs. Et puis, c'est pas très compliqué à mettre en place. Voilà, c'est assez rapide. Et puis, une question, ce serait de savoir si on parlait brassage de l'air, donc ventilateur, est-ce que des établissements sont
équipés de ventilateurs au plafond et voilà, est-ce que ça a un intérêt dans les structures avec du public? Enfin, est-ce que ça peut être gênant ou pas, ou intéressant? Voilà, si quelqu'un a un petit retour d'expérience, je suis preneuse. Alors, dans l'idée, le brasseur qui est installé au plafond est plutôt efficace. Je pense que c'est une bonne solution qui permet d'apporter de la vitesse de l'air à l'intérieur. Ouais. Des retours d'expérience, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent apporter leur retour d'expérience. Avez-vous ce type de brasseur dans vos établissements et qu'en avez-vous pensé? Oui, Fabien? Ouais, bonjour. Donc nous, enfin, j'ai un établissement que je suis qui est à Angers, qui est en phase de test. Donc ils ont installé des brasseurs d'air. Je ne sais pas s'ils ont, j'ai pas encore leur retour s'ils les ont utilisés pendant cette vague de chaleur. Il y a eu plusieurs questionnements, surtout sur en fait l'asservissement de ces brasseurs d'air sur la centrale d'incendie. Donc, je sais qu'ils étaient en attente, enfin, au mois de juin, d'une validation de l'APAV pour savoir si c'était OK d'installer des brasseurs d'air vis-à-vis de la sécurité incendie. Et donc, enfin, je pense que je pourrais éventuellement, dans les prochains mois, faire un retour sur ce sujet, parce qu'ils vont être mis en test. Ok. Merci, Fabien. Madame Le Breton, je n'avais pas vu que vous étiez avant Fabien. On ne vous entend pas, le micro. Oui, pardon. Donc, ce n'est pas un retour d'expérience, c'est un point de vigilance et sur le fait qu'il faudra, au-delà de la sécu incendie, avoir aussi des positions claires d'un point de vue hygiène, parce qu'aujourd'hui, c'est une des réserves sur le brassage, et en particulier lorsqu'on est dans des chambres à deux. Donc, en tout cas, à l'hôpital, jusqu'à présent, l'hygiène s'opposait à ce qu'on mette des ventilateurs dans les chambres à deux. Bon, face à deux mots, évidemment, il y aura peut-être à prioriser entre les deux mots, mais il faudra quand même le faire de manière explicite, quoi. Bien sûr, il y a déjà des formats un peu sauvages qui sont arrivés, y compris des familles qui ont apporté les ventilateurs pour leurs patients ou résidents, mais ce sera bien qu'on puisse aussi, de ce point de vue, élucider ce qu'on privilégie pendant ces fameux pics de canicule entre la dimension très hygiéniste ou la dimension rafraîchissement, quoi. Ouais. Je poserai la question au CEPIAS dans ce cas, s'il a une position sur ce sujet du brassage de l'air sur les chambres d'établissements sanitaires à deux. Alors, le CEPIAS a une position, c'est celle que je vous le rapporte, c'était plutôt chambre simple, OK, chambre double, non. Mais peut-être qu'on peut aussi raisonner distinctement entre le médico-social et le sanitaire, déjà, et puis ensuite, y compris dans le sanitaire, quand on est dans ces périodes extrêmes, qu'est-ce qu'on lâche? Est-ce qu'on lâche, quoi? Voilà. Ouais. Mais la position CEPIAS, elle était posée jusqu'à présent. Enfin, je pense que nos hygiénistes s'appuient sur la position CEPIAS, mais revérifier auprès d'eux, et ce serait pas mal de diffuser pour tous, quoi. Ce sera fait. Madame Debroise? Oui, je suis intéressée effectivement par les retours sur ces ventilateurs plafonniers parce qu'on a un projet d'en installer dans la salle de restauration, qui est une salle qui est rafraîchie théoriquement par une CTA, mais entre le fait qu'il y a beaucoup de monde dedans, qu'on est en proximité directe de la cuisine, qu'on a des chariots de maintien en température, etc., ça monte quand même assez vite. Donc, et les résidents n'aiment pas les ventilateurs. Et donc, l'idée, c'était de ventiler effectivement avec une installation au plafond qui est normalement moins embêtante pour les résidents, qui provoque moins de courant d'air. Mais je suis intéressée par le retour d'expérience et les éventuelles limites à ce type d'investissement. On se donne rendez-vous par le retour d'expérience que pourra avoir Fabien dans quelques mois. Voilà, tout à fait. Si on n'a pas fait l'investissement avant. Exactement, parce qu'il va falloir être
Et anticiper un petit peu. Et justement, solution de long terme, rénovation énergétique, végétalisation, adaptation, résilience, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, Loïc, tu avais une question, une remarque? Oui, je pensais pour les brasseurs d'air, attention dans les pièces qui sont du coup avec des hautes hauteurs sous plafond, parce qu'au final, la chaleur, elle va avoir tendance à se stratifier en hauteur. Et du coup, en pleine journée, avec les brasseurs d'air, on va repousser toute cette chaleur vers le Vers le bas bas. et donc vers les résidents. C'est utile, notamment quand on va chercher à rafraîchir l'air la nuit, par exemple, pour permettre de déstocker cette chaleur qui monte en hauteur. Mais en journée, du coup, ça va avoir aussi ses limites. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours de solution formatée à copier d'un établissement à un autre. Attention. Alors, sur les solutions à long terme, bien évidemment, il y a un travail qui est effectué sur le patrimoine, avec d'abord éviter, réduire, rafraîchir en évitant la climatisation autant que possible dans un premier temps. Donc, le travail de solutions passives ou semi-passives est d'abord à privilégier pour ne pas dépasser une température intérieure de confort lors de fortes chaleurs. Donc, on est toujours sur la même logique. J'ai un micro qui est un petit peu embêtant. Hop, merci. Toujours la même logique. Empêcher la chaleur d'entrer. Donc, alors on remplace là le blanc de meudon ou les couvertures de survie par des choses un petit peu plus intéressantes comme les protections solaires ou l'isolation de l'enveloppe, de la toiture. Donc, il y a un travail sur l'évacuation de la chaleur naturellement au travers de ventilation avec une inertie un peu plus forte et peut-être une surventilation nocturne. Et rafraîchir passivement, c'est avec forcément un développement de la végétalisation sur les côtés qui évite au soleil de toucher directement les fenêtres par le géocooling ou avant d'envisager la climatisation. Donc, le travail d'investissement dans le passif permet de réduire l'utilisation de la climatisation ultérieurement. Un travail sur les vitrages. On l'a dit, hein, le vitrage, c'est vraiment le point faible. Donc, il faut traiter la lumière avant qu'elle n'arrive au sein du bâtiment. Donc, on peut avoir des films de contrôle solaire anti-UV, donc qui réfléchissent le rayonnement, de privilégier des vitrages performants. Donc, forcément, quand on est sur des bâtiments un peu plus anciens, eh bien, on est tenu par les vitrages qui ne sont pas performants. Donc, le remplacement des vitrages peut être intéressant dans ces cas-là. Attention aux contraintes sanitaires. On l'a dit, contraintes sanitaires et sécurité incendie. Effet immédiat sur la sensation de fraîcheur, sans climatisation. Et voilà, complètement utile, mais moins. Donc, le travail d'une protection extérieure devant la vitre. Donc, ce sera toujours plus intéressant qu'un store intérieur ou qu'un rideau intérieur. Sur le géocooling, non, pas forcément puits canadien, c'est surtout une surventilation nocturne active qui va permettre de réduire et de vider la chaleur qui s'est accumulée dans les murs ou dans les sols. Oui, Maëlle, vous avez une question ou une remarque? Oui, une question concernant les filtres solaires anti-UV, puisque c'est quelque chose qu'on a poussé en fait pour déjà commencer à adapter un certain nombre de fenêtres. Et le questionnement, voire l'obstacle qu'on rencontre, c'est que ces films obscurciraient trop la luminosité l'hiver. Est-ce que vous avez un retour là-dessus, ou alors des films qui seraient à préférer à d'autres, qui auraient une meilleure qualité en fait face à ces problématiques? Parce que Alors, pour on l'instant, a, du coup, c'est plutôt un rejet de la part en interne. oui, j'ai pas vraiment de retour là-dessus et c'est un peu la question qui est posée dans le chat également. Je pense qu'il y a des films qui bloquent la chaleur dès lors que l'angle d'arrivée du soleil est relativement faible.
et d'autres qui vont laisser passer la chaleur dès lors que l'angle du soleil sera plus proche de 90 degrés. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes de regarder. Je n'ai pas vraiment de connaissances techniques sur les films. Non, désolé. Et Madame Le Breton? Je n'entends pas, désolé. Ah, pardon, je suis pas très habile, désolée. Oui, Maëlle, je te confirme, à Saint-Brieuc, ça c'est connu depuis un moment. Donc, il y a cette problématique de ça occulte l'été, mais du coup, ça occulte l'hiver aussi. Et comme on n'est pas toujours sous un ciel très clair l'hiver, ça peut avoir cet inconvénient. Et puis, il y a aussi le fait que le film va finir par s'abîmer ou se désagréger et que ce n'est pas un produit très sympathique sur la durée, en termes de maintenance sur la durée, parce qu'il va être difficile à retirer, il va s'effriter un peu. Après, je pense que les produits ont peut-être évolué et que ça mérite quand même d'être réétudié finement. Et c'est vrai que, sans vouloir faire de promotion pour un produit, une marque ou un autre, on aurait peut-être un petit peu besoin de se replonger là-dedans avec un avis collectif, parce qu'il y a effectivement l'anti-UV, l'anti-ceci, l'anti-cela. C'est pas toujours facile de comprendre et d'y voir clair. Mais en tout cas, nous, à Saint-Brieuc, il y a des équipes côté atelier qui sont, comme les tiens, peu appétents pour le sujet, parce que c'est la durabilité, ça prend du temps, c'est quand même assez technique à poser. Et puis, si c'est pour qu'on nous demande de les retirer l'hiver, ça va coincer, quoi. Je suis assez d'accord avec ta remarque, Laurence. Je ne sais pas si, Frédéric, on pourrait avoir un retour malgré tout, peut-être auprès du CEREMA, ou pour essayer d'objectiver, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a même des filtres qui ne sont pas teintés, en fait, transparents. Donc, il y a peut-être des évolutions, effectivement, comme tu le disais, Laurence, qui sont à re-questionner, mais il faut quand même qu'on vérifie la qualité, et c'est un petit peu ça le sujet aussi, c'est qu'on ne va pas se lancer dans des solutions pérennes, finalement, qui ne seraient pas validées, avec la contrainte budgétaire qui pèse aujourd'hui sur nous, et puis les complexités d'installation également. Je vais essayer de poser la question à l'ensemble du réseau pour avoir des retours sur le sujet. Ouais. Loïc? Ouais, je m'étais renseigné un peu sur les films et c'est vrai qu'il y a quand même la chaleur du coup qui va être perdue en hiver, notamment quand on fait de la simulation thermique dynamique, qu'on teste sur un bâtiment, sur un logiciel, on se rend compte que quand on applique des films, effectivement, on gagne en été, mais on le perd en hiver. Après, est-ce que les technologies des films, elles ont vraiment augmenté? Elles se sont améliorées sûrement. Après, effectivement, plus un film il va être foncé, mieux il va couper le soleil. Un film qui va être clair, potentiellement, il va quand même laisser passer la chaleur à un moment ou à un autre. Et les films ont quand même leurs limites, c'est qu'ils ont beau détourner une partie des rayons du soleil, le carreau est quand même touché et chauffe. Donc ça reste quand même beaucoup moins efficace que d'avoir des brises solaires extérieures ou des volets, ce qui n'est pas spécialement le cas là, ou de même mettre des tentures dehors pour empêcher le soleil de toucher les vitres, dans tous les cas. Alors, c'est pas toujours possible à mettre en place, effectivement. Suarez confirme n'a pas vraiment beaucoup apprécié, en tout cas, ces films. En tout cas, on va regarder ça de manière plus précise s'il y a vraiment un travail, un comparatif technique sur les films anti-UV, anti-soleil. Agir sur les vitrages, des protections solaires extérieures, quoi qu'il arrive, ça reste quand même le plus efficace au travers de brises-soleil qui peuvent être orientables, de stores extérieurs, de persiennes, de volets. Ça, c'est vraiment de toute façon le plus efficace et ce qui peut être enlevé en hiver. Casquettes et brises-soleil peuvent être intéressants également au-dessus des ouvrants. Les voiles d'ombrage, c'est une solution aussi qui peut être enlevée l'hiver, donc ça peut être relativement intéressant. Pour tous les bâtiments qui peuvent avoir des verrières, des puits de jour, eh bien, on peut travailler sur des capots
Les lacs thermiques aussi sur les vitrages en toiture, j'avoue que je connaissais pas. Et surtout, on parlait tout à l'heure du blanc de meudon intérieur ou extérieur. De toute façon, quoi qu'il arrive, la solution de protection extérieure sera toujours bien plus efficace qu'une solution intérieure. Le travail sur la toiture et l'enveloppe, donc c'est vraiment la toiture, bien évidemment, qui reçoit le rayonnement le plus intense et sur lequel il faut travailler en priorité. Donc, on a vu pas mal de systèmes de peinture blanche spécifiques qui permettent de réfléchir les apports solaires et d'éviter une entrée du soleil beaucoup plus forte. L'utilisation de la laque, elle est remise ici sur les pluies de jour. Le travail sur l'isolation de la toiture et des combles, qui est extrêmement important, donc à la fois en été, mais également forcément si on isole de l'été, on isole pour aussi éviter les pertes de chauffage en hiver. Travaille de la même manière qu'en hiver sur les ponts thermiques, sur l'étanchéité à l'air également, et donc bénéfice double effectivement. Et avec le risque que la peinture blanche limite les apports de chaleur, mais je pense que les apports de chaleur en hiver sont moindres sur les toitures. La végétalisation est vraiment extrêmement importante. La nature peut apporter des rafraîchissements au sein des espaces qui sont autour du bâtiment et donc forcément vont protéger les abords du bâtiment également. Donc, quand on limite tout ce qui est revêtement bitumineux et autres minéraux à l'extérieur, on va éviter les stockages et restitutions de chaleur et donc forcément limiter les températures extérieures et donc intérieures. Donc arbres, pergolas végétalisés, toitures, façades végétales sont des systèmes qui sont vraiment extrêmement efficaces. Et quand on a des plantes autour, on a de l'évapotranspiration, ce qui crée aussi des îlots de fraîcheur. Et bien évidemment, avec tous les co-bénéfices que peuvent apporter la nature, donc sur la biodiversité, la gestion des eaux pluviales, cadre de vie et qualité d'accueil. Donc, Maëlle, convaincu par les arbres. Et donc, quand le passif ne suffit pas, il faut peut-être recourir quand même à la climatisation pour que les températures ne montent vraiment pas trop à l'intérieur. Donc, il peut y avoir la géothermie. Donc, c'est vrai que géocooling, donc il parle peut-être aussi de systèmes puits canadiens. Donc, géothermie, donc c'est les systèmes de sondes qui sont dans le sol et qui, au travers d'une pompe à chaleur, vont pouvoir rafraîchir les bâtiments. Donc, c'est des systèmes qui sont quand même plutôt intéressants et bien financés en ce moment. Le puits canadien, c'est un système beaucoup plus simple de tuyaux qui passent dans la terre et qui va alimenter un système d'aération par air à l'intérieur. Donc, ça fonctionne autant en été qu'en hiver. Donc, pompe à chaleur réversible, thermofrigopompe, bon, ça, ce sont tous les systèmes de climatisation un peu plus cossus que les simples petites ventilations et climatisations mobiles. Donc, la surventilation nocturne automatisée est relativement intéressante aussi parce qu'elle peut vous permettre de vous affranchir de gérer ce système. Donc, on parlait de puits climatique. Rafraîchissement adiabatique, c'est un rafraîchissement au travers de l'évaporation de l'eau. Donc, quand on évapore de l'eau, on diminue la température de la pièce. Donc, ce rafraîchissement adiabatique peut être intéressant. C'est ce que vous faites quand vous pulvérisez et quand vous brumisez de l'eau dans une pièce. Donc, tout cela peut être réfléchi soit avec les conseillers en transition énergétique et écologique ou avec des bureaux d'études. Les brasseurs d'air, on en a parlé un petit peu. Oui, attention au radon, effectivement, Christophe mesure bien la difficulté que l'on peut avoir en Bretagne à cause du radon qui est extrêmement présent un petit peu partout en Bretagne. Le brasseur, on en a parlé, solution pérenne, intéressant, pas très coûteux, ni en installation, ni en usage. Donc, les brasseurs d'air plafonniers en complément de solution passive. Attention, comme le disait Loïc, aux pièces hautes qui peuvent générer de la baisse de l'air chaud qui s'est accumulé en haut. Donc, pas d'intervention lourde.
Attention aussi à ne pas les mettre devant une lumière qui pourrait créer un effet stroboscopique et vraiment des problèmes. Voilà, démarche de projet pilote, etc. Donc, concevoir et rénover pour la résilience. Donc, à partir du moment où on construit, où on réhabilite, il faut absolument intégrer cette réflexion de confort d'été au moment de la conception ou de la rénovation, de la même manière qu'on le fait pour le chauffage. Donc, vraiment un travail avec l'architecte pour éviter d'avoir des façades trop ouvertes vers le sud ou vers l'ouest et pour éviter d'avoir des apports solaires trop importants. Donc, vraiment, travail important. Peut-être réflexion sur la ventilation naturelle aussi. S'appuyer sur des audits de bureaux d'études pour prioriser les travaux, etc. Orienter, dimensionner les ouvrants. Voilà. Choisir des matériaux à forte inertie et des teintes claires. Bon, attention aussi, dans chaque cas aussi, les conseils peuvent être différents. Bâtir une stratégie d'établissement. Donc, c'est bien aussi, on en parlait sur l'intervention de Madame Le Breton, d'avoir quand même un pilote dans chaque bâtiment et de lui donner un mandat qui sera extrêmement clair pour pouvoir gérer la situation. Parce que s'il n'y a pas un responsable identifié, eh bien, on a un risque d'opposition en interne et de ne pas faire forcément la meilleure des solutions. Donc, formaliser un plan d'action canicule, comme le disait Christophe, il faut peut-être le faire maintenant en pensant à ce qu'on a fait de bien et peut-être ce qu'on a fait de moins bien sur ces derniers jours, qui combinent les gestes d'urgence et les travaux qui sont peut-être à mener à plus long terme. Donc, travail de coordination entre les services de maintenance de soins, nettoyage sécurité, autour de consignes partagées, faire en sorte que le personnel soit bien sensibilisé à ces sujets et formé, et notamment avant la saison estivale, peut-être quand vous avez des saisonniers, et suivre, mesurer et améliorer au travers de capteurs de température, de retour d'expérience et d'ajustement tout au long de cette période de canicule, et qui devra être consigné au sein de documents. Donc, en synthèse, donc éviter que la chaleur ne rentre, rafraîchir avec la nature et des solutions simples et peut-être derrière la climatisation et faire en sorte de piloter dans la durée au travers d'audits, plans d'action, gouvernance, formation et mesures continues. Avant les échanges, je voulais vous partager deux infos, une info. Il y a eu des échanges ce week-end et des climatiseurs vont être déployés via les centrales d'achat Uniachat et Resa. Ce sera le Resa pour nous en Bretagne. Il y a des formulaires de positionnement qui ont été envoyés au sein de vos établissements. Peut-être vous les avez déjà reçus. Scrutez un petit peu vos boîtes mail parce qu'il faut se positionner d'ici la fin de journée et peut-être même encore plus rapidement que d'ici la fin de journée. Ce que je fais, c'est que je vous mets ces formulaires de positionnement dans le chat pour que vous puissiez les avoir dès maintenant. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et maintenant, à vous peut-être de partager des solutions d'urgence que vous avez pu mettre en œuvre et peut-être de faire remonter des besoins comme ce besoin de retour technique sur les films, sur le retour d'expérience sur les brasseurs de plafond. Madame Debroise? Oui, c'est pas vraiment pour un retour d'expérience, c'est plutôt par rapport à ces formulaires de positionnement. C'est pas forcément facile pour nous de savoir si il est intéressant d'envisager l'installation d'une clim. Si c'est une clim à tuyaux, qu'on n'a pas d'évacuation, que du coup on va percer, enfin bref. C'est un petit peu compliqué de se positionner quand on n'est pas spécialiste. Je ne sais pas ce que vous pouvez préconiser dans ce cadre-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'infos techniques sur ces climatiseurs et qu'on risque d'être sur des climatiseurs mobiles et effectivement sans évacuation extérieure. Oui, c'est ce que j'appelle le climat tuyau, ouais. Ouais, exactement. Donc, c'est dur pour moi de me positionner parce que d'un point de vue personnel, j'aurais tendance à dire plutôt non.
Après, je sais aussi ce que vous avez pu vivre sur les derniers jours et que si ce sont des solutions qui peuvent peut-être vous amener un petit peu de confort dans certains espaces, est-ce que ce n'est pas des bonnes solutions ça, donc, je m'abstiendrai d'avoir une position tranchée sur ces climatiseurs. Ok. Désolé. Et on n'a pas les éléments techniques pour se positionner non plus. Mais oui, c'est ça. Bon, j'imagine que c'est quelque chose qui va demander un petit peu d'études, enfin une étude dans chaque établissement pour savoir quelles sont les modalités à favoriser. Positionnement d'ici la fin de journée et peut-être même que c'était avant 15 heures. Donc, oui. Donc ok, difficile merci. d'avoir des études d'ici la fin de journée. Merci. CHCB, peut-être Gaylor? Oui. Est-ce que la personne du CHCB veut prendre la parole? Ça ne fonctionne peut-être pas. Ok, eh bien, on va passer la parole à Madame Le Breton. Une remarque, je pense, que tout le monde ferait sur ce formulaire. Le formulaire, effectivement, il nous demande un quantitatif et il nous demande des spécifications techniques, quel type de fenêtre pour évacuer sur une bouche d'extraction, sur autre chose. On est tous totalement incapables de faire une réponse pour la fin de journée. Donc, j'ose espérer que déjà, quand on donne un quantitatif, ça suffira, sachant que ces quantitatifs vont être eux-mêmes assez au doigt mouillé, hein, clairement, peut-être moins dans des établissements de taille plus abordable ou plus modeste, mais ça va être du doigt mouillé, il ne faut pas se leurrer, vu le délai. D'ailleurs, quelqu'un a fait la remarque, je pense, par écrit, là, à l'instant. Et sur la description plus fine, honnêtement, j'ose espérer que l'absence de réponse plus fine ne nous mettra pas nos questionnaires hors champ. On compte sur vous. Oui, voilà, je me rends compte que je n'avais pas envoyé le lien dans le chat. Voilà, c'est fait. Madame Léon Lahotte. Oui, bah justement, c'est parce qu'on n'avait pas reçu et je ne savais pas si c'était la même chose. Vous parliez de la même chose que le mail qu'on a reçu, qu'on avait déjà reçu la semaine dernière, concernant une enquête flash sur l'évaluation du besoin d'équipements complémentaires. Alors, je ne pense pas parce que l'enquête flash, a priori, a été réalisée par l'ARS. Et là, ces éléments… Oui, Oui, c'est pour les établissements publics peut-être que… Non, c'est via les centrales d'achat Uni-Achat et RESA, donc c'est ouvert, je pense. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de plus d'infos que ça. Merci. Je ne sais pas si Madame Debroise a levé la main ou si vous avez oublié de la baisser. Non, j'avais oublié de la baisser. Mais non, ce sont deux choses distinctes, hein. Le questionnaire de la semaine dernière pour estimer les besoins pour éventuellement des CNR, c'est distinct de cette proposition qui est faite par le RESA. Par rapport aux solutions d'urgence, aux besoins que vous souhaiteriez faire remonter, c'est peut-être d'avoir plus de temps pour répondre à ce formulaire de positionnement. C'est peut-être déjà ça, mais je pense que ça a été déjà à de multiples reprises remonté déjà, même si le formulaire est arrivé à 12h49, comme le faisait remarquer, je crois, Monsieur Suarez, un petit peu au-dessus. Donc, n'hésitez pas si vous avez… Alors, moi, je veux bien me positionner en centralisateur de vos besoins qui permettrait peut-être de construire une réponse peut-être plus structurée que ces climatiseurs qui vont répondre à une urgence pour la semaine prochaine. Oui, Madame Debroise. Si je peux me permettre, j'apprécie les réponses d'urgence, mais je trouve que ce serait bien qu'on ait éventuellement, notamment, je fais référence au CNR,
qui pourraient être débloqués pour répondre aux achats qu'on aurait fait là en urgence. Je trouve que ce serait peut-être bien d'avoir un peu plus de financement de solutions pérennes. Je dis ça parce que nous, on avait présenté un dossier, on envisageait de végétaliser, de faire des murs devant des baies vitrées, des murs de végétaux devant des baies vitrées. On n'a jamais eu de financement pour ça. Voilà, et aujourd'hui, bon, bref, je finis pas ma phrase, mais tout le monde aura compris. Je trouve intéressant de pouvoir réfléchir sur des solutions effectivement plus pérennes. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis intéressé par vos besoins. Marion, Oui, bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? très bien. Ouais. En fait, c'est un peu dans la même veine que ce qui se disait à l'instant, c'est-à-dire il y a eu un AMI là, un AMI concernant la mise en place de conseillers en transition énergétique et écologique en santé, et avec finalement assez peu de fonds par rapport à la demande. Est-ce qu'il y aura une deuxième campagne avec plus de fonds? Parce qu'on voit qu'il y avait énormément d'acteurs mobilisés et qui avaient envie justement d'être accompagnés très concrètement dans les transitions. Est-ce que du coup, il y a déjà des informations par rapport à une seconde campagne sur le soutien de ce type de poste? Alors, Marion, désolé, je ne t'ai pas répondu à ton mail, effectivement, pour l'instant. C'était déjà la seconde campagne et à ma connaissance, il n'y a pas de prévision d'une troisième campagne. Mais ce sont des sujets qui sont plutôt bien portés par les conseillers actuels. Et effectivement, le fait d'avoir des conseillers pour tout le monde, c'est une solution pour pouvoir travailler sur les solutions pérennes, comme Madame Debroise le faisait remarquer. Donc, pour l'instant, pas de connaissance d'une solution, d'un AMI supplémentaire à celui du début d'année. Donc, mais par contre, nous, au niveau du GCS et avec les conseillers qui travaillent sur la transition énergétique, on est vraiment là pour apporter aussi nos connaissances sur le sujet et des actions d'adaptation du bâtiment aux effets du changement climatique. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour la réponse. Et oui, on sait bien que vous êtes là. C'est juste après, là, les besoins, ils sont vraiment, pour répondre à ta question, de quels besoins souhaitez-vous faire remonter? Les besoins, ils sont vraiment d'avoir des personnes qui vont mettre en place les projets et pas seulement être dans le conseil. Donc, voilà. Dans les besoins à faire remonter, en tout cas, ils sont vraiment là, effectivement. Merci beaucoup, Frédéric. Je le note en tout cas pour le faire remonter. J'ai l'impression qu'on a épuisé les remarques et les questions. Je reste bien évidemment à votre écoute si vous avez d'autres besoins ou d'autres idées. Je me pose la question de travailler sur un groupe de travail adaptation aux effets du changement climatique et spécifiquement à la canicule. Donc, c'est pas impossible que dans les mois, parce que je vais pas créer de groupe de travail cet été, mais en tout cas dans les mois, il y ait des réflexions sur le sujet pour pouvoir partager les meilleures pratiques de manière sereine au sein de réunions en présentiel, par exemple, ou des travaux peut-être sur des plans de gestion de crise, etc. Christophe? Oui, je voulais préciser là, c'est quelque chose de très général, mais ça va nous concerner quand même. C'est que le Conseil régional et l'État, représenté par la DREAL, travaillent à une stratégie régionale à l'adaptation au changement climatique qui s'appelle la SRAC, de son nom barbare. Et donc, il y a des groupes de travail qui sont en cours cette année avec notamment les services de l'État, les collectivités, sur tous les sujets qui impactent le changement climatique, aussi bien économique, environnemental, etc. Et dans ce
ce travail qui se fait cette année par différentes réunions. Il y a un groupe de travail sur le système de santé auquel Frédéric et moi sommes partie prenante. Donc, il y a déjà eu une première réunion au printemps, il y en aura d'autres à l'automne. Donc, on va aussi travailler sur ces sujets-là de façon très macro au niveau du schéma porté par le Conseil régional et l'État. Et je pense que effectivement le groupe de travail dont vient de parler Frédéric avec vous peut être très intéressant, notamment pour qu'on vous fasse part de ce qui est dit dans ces groupes de travail plus régionaux. Et ce que vous aussi vous pouvez nous dire pour qu'on fasse remonter aux décideurs, conseil régional et État. Ça peut être aussi sur des financements, des solutions techniques, etc. Si, Christophe. Je crois que c'était un bon mot de conclusion. Je reste à disposition pour faire le relais technique ou vers l'ARS. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Et je vous remercie de vous être connectés aussi nombreux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et profitez en tout cas de cette semaine pour bien rafraîchir vos bâtiments en attendant la prochaine difficulté qui est prévue la semaine prochaine. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci.